ont été promptement pris en charge. Leur repris a été intercepté et neutralisé avec une efficacité saluée par la chaîne de commandement. Les forces armées maliennes, bien que faisant état de quelques blessés dans leurs rangs, n'ont enregistré ni perte humaine ni dégâts matériels. Un bilan qui témoigne de la maîtrise opérationnelle des femmes face à une menace insidieuse. L'état-major salue la bravoure, la réactivité et la discipline de ces hommes qui ont su faire preuve d'un professionnalisme exemplaire dans des circonstances critiques. Il affirme avec force l'engagement indéfectible des femmes à défendre les territoires et à lutter sans relâche contre le terrorisme sous toutes ses formes. À la population malienne, l'état-major général des armées adresse un message de sérénité. La vigilance est constante et la sécurité demeure une priorité absolue. Cet autre communiqué de l'état-major général des armées en réponse aux informations fallacieuses largement relayées par les groupes armés terroristes faisant état d'une prétendue attaque en cours contre un convoi logistique des forces armées maliennes entre Anefif et Aguelok. L'état-major général des armées tient à opposer un démenti formel et catégorique. Les images diffusées à l'appui de ces allégations ne sont que des grossiers montages, fruits d'une stratégie de désinformation entretenue par ces groupes et leurs sponsors depuis plusieurs années. Derrière ces manœuvres médiatiques se cache une volonté manifeste d'instiller la peur et de perturber l'opinion public. Face à cette guerre de l'information, l'état-major général en appelle à la vigilance et au discernement de tous. Il exhorte les citoyens à ne pas céder à la panique ni à la rumeur et à se tenir à l'écoute des sources officielles, seules garantes de la vérité. Dans le cadre des réformes sur le plan militaire, les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la transition, chef de l'État, a entamé à travers le secrétariat permanent du Conseil de sécurité nationale la rédaction de l'histoire militaire du Mali. Composé d'éminents chercheurs et d'officiers supérieurs, le comité de rédaction a été mis en place et a effectué plusieurs missions de collecte d'informations au Mali et ailleurs. Après des mois de travail, il a apporté des ajustements nécessaires à l'orientation du travail. C'est donc la somme de ces activités menées qui a été soumise à l'appréciation du comité de pilotage lors de la présente session. Les détails de la rencontre avec Aridou Matina. À pied d'œuvre depuis plusieurs mois, les membres du comité de rédaction de l'histoire militaire du Mali viennent de se réunir à la faveur du deuxième comité de pilotage du projet de rédaction. Des étapes ont été franchies suite à des missions de collecte d'informations déployées sur le terrain, tant au pays ainsi qu'ailleurs. La présente rencontre vise donc à faire le point de ce qui a pu être fait depuis la dernière réunion tenue en novembre 2024. Il y a un stratège qui disait qu'un pays qui n'étudie pas son histoire militaire se condamne à revivre ses défaites. C'est pour cette raison que nous avons reçu des plus hautes autorités qui voulaient de monter un projet de rédaction de l'histoire militaire qui puisse permettre à nos structures de capitaliser, si vous voulez, les expériences passées pour performer davantage ce qui se fait sur le terrain aujourd'hui. Bien entendu, les enquêtes de terrain, ça ne va pas sans difficulté, compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Malgré tout, nos enquêteurs sont allés sur le terrain, partout où c'était possible, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour recouper les informations. Et cette moisson d'informations qu'ils ont pu recueillir aujourd'hui, nous avons l'ambition, évidemment, de faire le point, de mettre le doigt sur les insuffisances constatées par-ci, par-là, et de voir dans quelle mesure nous pouvons prendre des solutions pour dépasser ces contraintes-là, pour que nous puissions avoir un document qui puisse répondre à nos attentes. Outre des militaires, c'est-à-dire des officiers supérieurs, le comité est également composé d'éminents cadres de la société civile, notamment des chercheurs et historiens.
et l'approche est d'exploiter les archives disponibles. La première session s'est tenue ici donc le 14 novembre 2024 et de cette session à celle que nous tenons aujourd'hui, le travail s'est orienté sur les enquêtes. Vous savez, le travail des historiens, il repose sur les informations qui se rapportent au fonctionnement des armées, à l'art de la guerre, aux stratégies, aux tactiques, aux armes utilisées, aux relations de nos armées dans la longue durée, depuis donc le Ouagadougou, ce qu'on appelle aussi le Ghana, jusqu'à nos jours. L'initiative du chef de l'État à écrire l'histoire militaire de notre pays constitue une source de légitime fierté pour la postérité. Écrire l'histoire militaire du Mali pour que ça puisse nous servir de tremplin pour inventer, par exemple, quelque chose qui puisse améliorer la doctrine et l'emploi de l'outil de défense. Notre souhait, c'était de finir tout le travail pour la fin de l'année. Bon, le calendrier politique, parce qu'on nous avait donné un délai, mais bon, c'est le terrain qui commande. Le calendrier politique n'est pas forcément celui du calendrier des experts, compte tenu de beaucoup de contraintes, mais nous ferons en sorte que même si le délai est légèrement dépassé, bon, que très rapidement, en début de l'année 2026, nous puissions finalement déposer le document. L'histoire militaire du pays en cours d'élaboration est une étape importante dans l'évolution de notre outil de défense, car elle permettra, à travers des informations recueillies et recoupées par les chercheurs, de trouver des choses importantes dans le passé qui puissent servir à améliorer l'appareil militaire. Autre point de l'actualité, c'est parti depuis hier à 100 pour la quinzaine de l'environnement. Lors du lancement des activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement, le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a salué le leadership et la vision du président de la transition qui ont permis de hisser les questions environnementales au rang de priorités nationales. À cette cérémonie, l'on a noté la présence de plusieurs membres du gouvernement et du ministre nigérien en charge de l'environnement. Envoyés spéciaux à 100, Mamari Kone et Alou Touré. Village de Sibougou, à l'entrée des Sens, c'est jeudi 12 juin 2025, journée de lancement de la quinzaine de l'environnement. Il est 8h50, le Premier ministre est accueilli par les autorités régionales. C'est une forte mobilisation au stade de la localité autour du lancement. Cette célébration est perçue par les autorités comme un symbole de l'engagement collectif à inscrire la protection de l'environnement au cœur de la refondation et du développement durable. Cette année, 2 thèmes sont retenus. Mettre fin à la pollution plastique pour la journée mondiale de l'environnement et célébrer et restaurer les terres en exploitant des opportunités pour la journée internationale de la lutte contre la désertification. Des thèmes qui constituent une interpellation de la responsabilité collective de tous au regard de l'ampleur des menaces. La 26e édition de la quinzaine de l'environnement se tient cette année à 100, une région emblématique par sa richesse naturelle et son dynamique communautaire et la vitalité de ses savoir-faire locaux. Tout au long de cette quinzaine, des activités concrètes et porteuses de sens rythmeront la journée. Panel thématique, campagne de sensibilisation, opérations de reboisement, concours citoyens et bien d'autres. Nous nous réjouissons de la forte mobilisation des jeunes, des femmes, des producteurs, des chercheurs, des collectivités territoriales et du secteur privé. C'est une quinzaine d'actions, une quinzaine d'engagements qui appellent à une participation de tous à tous les niveaux. Le Premier ministre a salué le leadership et la vision du président de la transition, parrain de cette journée qui ont permis de hisser les questions environnementales au rang des priorités nationales en les ancrant dans un cadre institutionnel. À travers la quinzaine de l'environnement, le gouvernement entend renforcer la sensibilisation locale et nationale sur la nécessité d'agir pour un environnement sain et un cadre de vie meilleur pour nos concitoyens avec la participation active de tous les acteurs. Le plan d'action du gouvernement 2025-2026, adopté par le Conseil national de transition le 19 mai 2025, la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable,
porté par la vision du Malikro Nyatasela Kabé Sambafla Nibioroni Savama, concrétise notre volonté d'un Mali résilient et durable. Cela passe par des actions concrètes telles que l'agroécologie, le reboisement, la gestion participative des terroirs et la valorisation des produits forestiers non ligneux. Le général de division Abdoulaye Menga a invité le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à prendre les dispositions urgentes pour l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Car, dira-t-il, il faut faire un sursaut collectif pour la préservation de notre environnement. L'un des défis majeurs auxquels il faudra faire face dans les années à venir est la pollution plastique. Nos villes, villages et hameaux sont envahis par des déchets plastiques qui étouffent les sols, contaminent l'air que nous respirons et mettent en péril la santé publique des populations. C'est pourquoi, sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement a engagé une réforme en profondeur du cadre juridique et institutionnel de l'environnement, l'intégration du climat dans toutes les politiques publiques, la mobilisation de financement vert à l'échelle nationale et internationale, et enfin la digitalisation des outils de gouvernance environnementale pour plus de transparence, d'impact et d'efficacité. Après le lancement de la quinzaine de l'environnement, le Premier ministre a planté le premier arbre dans le bosquet de l'AES. Elle a été imitée par le ministre nigérien de l'Environnement, les membres du gouvernement et les ambassadeurs des pays de l'AES au Mali. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, avant de quitter San, a présidé la 625e édition de la pêche collective de San ou Sankémon. L'événement a pris cette année un relief particulier avec la décision du président de la transition de faire de 2025 année de la culture. Pour le chef du gouvernement, le Sankémon est une occasion de renforcement des valeurs de tolérance, de solidarité, de paix, de résolution de conflits et de cohésion sociale entre les communautés. Le ministre nigérien de l'Environnement est l'invité d'honneur de cette édition. Nous vous proposons d'écouter un extrait du discours du Premier ministre, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Mamari Kone et Alou Touré. La célébration du Sankémon, ce rite de pêche collective dans la mare Sanké illustre parfaitement les propos du chef de l'État. Je cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société. » Fin de citation. C'est pourquoi le président de la transition, chef de l'État, a décrété l'année 2025, année de la culture dans notre pays, afin de faire de la culture le pilier du Mali nouveau. Le Mali renaîtra de ses cendres lorsque les Maliens retourneront aux sources, c'est-à-dire aux valeurs ancestrales. Conformément à cette vision du chef de l'État, le gouvernement a réservé une place de choix à la promotion de la culture dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026 adopté par le Conseil national de transition le 19 mai 2025. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Sankémon est reconnu comme patrimoine culturel immatériel et fait partie de la liste du patrimoine culturel immatériel de sauvegarde urgente de l'UNESCO. Il est un espace d'expression de la diversité des expressions culturelles locales à travers les manifestations artistiques et culturelles ainsi que les pratiques liées à la pêche traditionnelle. Il est en même temps une occasion de renforcement des valeurs de tolérance, de solidarité, de paix, de résolution de conflits et de cohésion sociale entre les différentes communautés qui se reconnaissent en la manifestation depuis la nuit des temps. Il est par excellence le cadre d'échange et de transmission des savoirs et savoir-faire traditionnels de génération en génération. Il contribue fortement à la revitalisation culturelle de nos terroirs conformément à la vision du chef de l'État. À travers des manifestations culturelles, nous comprenons pourquoi les communautés de sang ont préservé cette pratique ancestrale dont nous célébrons aujourd'hui la 625e édition. Partons maintenant au CNT. 4 projets de loi ont été adoptés hier par les membres du CNT. Il s'agit de la loi organique des finances, de la loi relative à la création de la société des raffineries d'or du Mali, Sorema SA. Ces 2 projets de loi étaient portés par le ministre de l'économie et des finances. La loi organique des finances vise à harmoniser avec la directive de l'UEMOA qui passe en mode budget au programme. La création de la Sorema SA répond aux besoins du Mali de profiter pleinement de son secteur minier. Les détails avec Mamadou Fane.
La loi organique relative à la loi des finances a été adoptée en juillet 2024. Cette loi doit permettre de prendre en compte la directive de l'IMOA concernant certaines insuffisances et des innovations par rapport à la loi du 13 juillet 2023 portant sur la loi des finances. La nouvelle loi organique présentée aujourd'hui aux membres du CNT présente plusieurs avantages qui sont entre autres la stabilité dans le temps et l'opportunité pour le juge constitutionnel de vérifier sa conformité par rapport à la loi fondamentale des finances publiques. Après plusieurs amendements portés par le conseil du CNT, la nouvelle loi organique a été adoptée par 123 voix, 0 pour et 0 abstention. Il y avait la loi 2013-028 modifiée, qui était une loi ordinaire qui gérait toutes les questions relatives à la gestion financière de l'État. Il se trouve qu'on était un peu en risque et en déphasage avec les autres pays. Et deuxièmement, cette loi pouvait être toujours contrebalancée par d'autres lois qui ont des incidences financières. Et c'est fort de cela que dans la Constitution, il a été inscrit que la loi qui va régulariser et gérer toutes les questions relatives à la gestion des finances publiques soit érigée en loi organique. Nous avons saisi cette occasion pour essayer d'apporter des améliorations à ce projet de texte, et notamment dans le sens que nous avons pris en compte de façon explicite les autorités administratives indépendantes qui n'étaient pas explicitement considérées dans la loi de 2013, et également l'extension des dotations des institutions constitutionnelles, parce que seules certaines institutions comme le CNT étaient considérées comme en dotation. Il y avait d'autres structures constitutionnelles qui étaient gérées en dotation, mais ne figuraient pas très expressément au niveau de la loi 2013. Depuis 2018, où le pays a basculé dans le mode budget et programme, nous avons relevé un certain nombre de faiblesses au niveau de la mise en œuvre de ce projet de loi. Alors, du coup, ça va nous permettre de corriger les deux incohérences, avoir une loi organique pour notre loi de finances et corriger les différentes faiblesses constatées. La seconde loi soumise par les membres du CNT par le ministre de l'économie et des finances est celle relative à la création de la société des raffineries d'or du Mali, Soroma SA, adoptée en Conseil des ministres le 28 mai dernier. Cette loi s'inscrit dans le cadre de la vision des autorités de la transition qui a pour but d'augmenter la valeur ajoutée du secteur minier au Mali. Le Mali est un pays qui regorge de beaucoup de potentiel en or. Et comme vous le savez, depuis les assises nationales de la refondation, il a été décidé par les Maliens qu'il faut que l'or brille pour les Maliens. Cela a conduit à prendre beaucoup de décisions. D'abord, la relecture du code des mines, l'inscription de la loi sur le contenu local, les réformes du ministère des Mines, les réformes au niveau du ministère de l'économie et des finances et beaucoup d'autres actions qui sont en cours pour nous permettre d'avoir un contrôle et d'avoir en tout cas cet or qui brille pour le Mali. C'est dans ce cadre qu'il a été également décidé qu'il faut qu'il y ait une unité d'affinage d'or au Mali. C'est pourquoi l'article 25 du Code minier précise clairement que l'or qui doit être exporté du Mali doit être de l'or raffiné. Cette loi a été adoptée par 125 voix pour, 0 contre et une abstention des membres du CNT présents dans la salle. Deux autres lois qui concernent le secteur de l'environnement ont été examinées par les membres du CNT. Il s'agit de la loi portant modification des principes de gestion des ressources du domaine forestier national et la loi relative aux pollutions et nuisances. Ces deux lois étaient défendues par le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration qui représentait son collègue de l'environnement. Les questions d'environnement aujourd'hui sont des questions plus que cruciales qui nous concernent tous. La preuve, comme je le disais tout de suite en salle, c'est la couleur de l'eau de l'Office du Niger aujourd'hui, la destruction de la faune, la destruction de nos forêts et l'empoisonnement même de notre nature par les produits obsolètes et les produits chimiques de tous ordres. Donc le gouvernement, par la ministre chargée de l'environnement, a initié ces deux projets de loi rectificatifs pour d'abord permettre à nos agents d'avoir les moyens nécessaires, n'est-ce pas, de réprimer, de sensibiliser et aussi de recadrer toutes ces déviations qui ont participé gravement à la destruction de notre environnement. Et d'autre part aussi pour permettre
vraiment de protéger, n'est-ce pas, les ressources humaines et les ressources naturelles de notre faune, de notre flore, de nos capacités hydriques et aussi même de notre sous-sol. Les anciens textes ne permettaient pas des mesures assez dissuasives, des sanctions rigides et vigoureuses contre les délinquants, et puis ne permettent pas également de procéder très facilement à l'interpellation et des investigations contre les délinquants, ceux qui vraiment détruisent ou polluent notre environnement. Aujourd'hui, à travers ces deux textes aujourd'hui, nos services spécialisés concernés par les questions forestières ont un outil aujourd'hui qui leur permettent aujourd'hui de traquer correctement les délinquants, les dissuader et aussi les punir. Ça, c'est extrêmement important. À l'issue des débats, ces deux lois ont été adoptées à l'unanimité des 129 membres du CNT présents dans la salle. 150 nouveaux véhicules de type pick-up monocabine de marque Toyota ont été remis hier aux forces de sécurité du Mali par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La cérémonie a regroupé les responsables du commandement des unités bénéficiaires, à savoir la garde nationale, la police nationale et la gendarmerie nationale. Ces matériels roulants vont considérablement renforcer les capacités opérationnelles des hommes sur le terrain, nous dit Batraoré. Le général de brigade Famouké Kamara, chef d'état-major de la garde nationale du Mali, est le premier à recevoir des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile la clé des nouveaux véhicules de type Toyota. Il est suivi du directeur général de la police nationale et de celui de la gendarmerie nationale qui reçoivent chacun un trousseau de clés. Par ces gestes, le ministre Daoud Ali Mohamedine met 150 nouveaux véhicules à la disposition des forces de sécurité du Mali. Une manifestation de la volonté des autorités du Mali de renforcer les capacités opérationnelles des hommes sur le terrain. C'est donc en application de cette volonté affichée et des instructions du chef suprême des armées que je vais procéder à la remise de 150 véhicules à la police, à la gendarmerie nationale et à la garde nationale. Ces moyens roulants ici exposés sont un lot de véhicules tout neufs de type pick-up monocabine Toyota, entièrement acquis sur financement du budget national. C'est vraiment une réjouissance pour nous, une grande confiance, une grande confirmation de tout ce qui a été dit, parce que ces véhicules que nous recevons aujourd'hui ont sans doute précédé la répartition de plus de 700 engins, dont des véhicules et des motos, à la police, à la garde nationale et à la gendarmerie nationale. Donc recevoir aujourd'hui 150 autres ne fait que nous réconforter et ça va sans doute faciliter pour nous la présence auprès des populations et la mobilité surtout, afin de renforcer le maillage territorial tant souhaité par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et également faciliter le travail avec les autres forces de défense aussi. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué la détermination des forces de sécurité pour les résultats sur le terrain avant de demander que bon usage soit fait des véhicules ainsi offerts. M'adressant aux bénéficiaires de ces véhicules, j'attends que bon usage soit fait de cette logistique si chèrement acquise. Il en va autant de l'entretien de chaque matériel pour en obtenir le meilleur rendement possible et une durée de vie conforme aux spécifications techniques. Je ne doute point que l'impact de ces moyens roulants reçus sera déterminant dans l'effort de masse sécuritaire du territoire national qui est notre ligne de mire. Le ministre a ajouté que les efforts d'équipement des unités vont se poursuivre en vue de permettre aux forces de sécurité de travailler dans de meilleures conditions. Le conflit armé en Afrique, la fille de la jeunesse, dans leur résolution, le sujet était au centre d'un débat en conférence à l'Institut des sciences politiques et relations internationales et communication de Bamako. Le conférencier est un homme politique de la République démocratique du Congo qui a saisi l'occasion pour donner les origines des conflits en Afrique avant d'insister sur l'importance des jeunes dans la résolution de ces crises. Nous retrouvons Batraoré. Les pays du Sahel et beaucoup d'autres pays africains connaissent de nos jours des conflits armés. Suite à ces crises, des populations civiles perdent la vie, des femmes sont violées et des enfants enrôlés de force dans les opérations de terrorisme. Ce constat est fait par Sylvestre Danyonsi Makambo, conférencier du jour. Il a choisi l'Institut des sciences politiques et relations internationales et communication pour faire l'historique du conflit en RDC. Les origines sont purement économiques. Les perspectives d'avenir, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un soutien africain, mondial,
comme l'a su bien souligner avec la résolution du Conseil des Nations Unies, en demandant à toutes les forces négatives de se retirer du Congo. Donc il faudrait que les forces négatives se retirent et que la paix puisse revenir au Congo. Les débats ont ensuite porté sur le thème du jour, rôle de la jeunesse africaine et panafricaine dans la résolution des conflits armés. À ce niveau, le conférencier place la jeunesse au cœur du dispositif de résolution des crises. La jeunesse, c'est l'espoir du demain. Le continent aujourd'hui que nous avons a subsisté grâce à de renouvellement générationnel. C'est-à-dire la jeunesse d'aujourd'hui doit sensibiliser, doit dénoncer tout acte d'ingérence d'un État africain envers notre État africain. Le conférencier dit avoir sillonné certains pays africains avant le Mali pour insister sur le rôle que la jeunesse peut jouer dans la résolution des crises. Revenons sur le communiqué de l'état-major général des armées à la suite de l'attaque terroriste perpétrée hier jeudi 12 juin 2025 contre le centre d'instruction de Tibi dans la région de San et révélé par Info Flash. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale que la situation est depuis hier pleinement sous contrôle. Les auteurs de cette attaque sournoise menée à l'aide des drones kamikazes ont été promptement pris en charge. Leur repli a été intercepté et neutralisé avec une efficacité saluée par la chaîne de commandement. Les forces armées maliennes, bien que faisant état de quelques blessés dans leurs rangs, n'ont enregistré ni perte humaine ni dégâts matériels. Un bilan qui témoigne de la maîtrise opérationnelle des FAMA face à une menace insidieuse. L'état-major salue la bravoure, la réactivité et la discipline de ces hommes qui ont su faire preuve d'un professionnalisme exemplaire dans des circonstances critiques. Il affirme avec force l'engagement indéfectible des femmes à défendre les territoires et à lutter sans relâche contre le terrorisme sous toutes ses formes. À la population malienne, l'état-major général des armées adresse un message de sérénité. La vigilance est constante et la sécurité demeure une priorité absolue. Cet autre communiqué, en réponse aux informations fallacieuses largement relayées par les groupes armés terroristes faisant état d'une prétendue attaque en cours contre un convoi logistique des forces armées maliennes entre Anefif et Aguelok, l'état-major général des armées tient à opposer un démenti formel et catégorique. Les images diffusées à l'appui de ces allégations ne sont que de grossiers montages, fruits d'une stratégie de désinformation entretenue par ces groupes et leurs sponsors depuis plusieurs années. Derrière ces manœuvres médiatiques se cache une volonté manifeste d'instiller la peur et de perturber l'opinion publique. Face à cette guerre d'information, l'état-major en appelle à la vigilance et au discernement de tous. Il exhorte les citoyens à ne pas céder à la panique ni à la rumeur et se tenir à l'écoute des sources officielles, seules garantes de la vérité. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.